Michael, je suis grenoblois d'origine. Je suis étudiant à Paris maintenant en histoire et en sciences politiques. J'ai 20 ans et donc je suis intéressé par le conflit israélo-palestinien, notamment pour plusieurs raisons, parce qu'à gauche, c'est un des conflits centraux, un des conflits de notre époque et de notre génération, comme ça a été pour l'Afrique du Sud il y a 20 ans, enfin plus de 20 ans maintenant, ou comme ça a été pour l'Algérie il y a plus de 60 ans. Et aussi pour une autre raison, c'est que je suis d'origine juive et je suis partagée dans ma famille. Ma sœur habite avec son mari dans les territoires palestiniens occupés. Mon beau-frère est soldat à Tzal, donc je vous donne l'ambiance des débats familiaux. Et donc j'ai choisi ce thème-là parce que c'est un thème dont on parle assez peu, on parle souvent dans les médias notamment de des luttes intestines entre Palestiniens, on parle aussi de la guerre à Gaza, et c'est un élément intéressant parce que ça donne, on est toujours sur le conflit, mais c'est une autre manière de voir le conflit. Toujours avec une idéologie qui sous-tend ces politiques, qui est le sionisme. Et c'est l'apartheid, un terme qui est très peu utilisé en France, en parlant d'Israël. Le Premier ministre Manuel Valls qui a parlé d'apartheid en France à propos des banlieues il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il parlait des discriminations. L'apartheid, c'est un terme bien différent, c'est l'institutionnalisation des discriminations, donc le fait de les normer juridiquement, et aussi ajouter un côté oppressif à cela en violant les droits fondamentaux. C'est une question dont on traite en Israël en 2012. C'est qu'un sondage, on peut critiquer tout à fait les sondages, mais il y a à peu près une question qui a été posée par l'Institut de sondage Dialogue. On a demandé aux Israéliens si vous pensez qu'il y avait de l'apartheid en Israël. 58% ont répondu que oui. Le simple fait qu'un institut de sondage pose la question, ça donne déjà l'ampleur du phénomène. Donc l'intervention elle va se dérouler en 3 parties. On va voir les origines de l'apartheid. Alors, les origines de l'apartheid, le sionisme politique en tant qu'idéologie à la fois coloniale et nationaliste. Une deuxième partie sur la mise en place de l'apartheid, tout le côté institutionnel et militaire. Et une troisième partie plus thématique en voyant comment ça se passe vraiment sur le terrain, on peut dire. Donc la première partie, c'est sur l'origine de l'apartheid, qui provient d'une idéologie, d'un projet, qui est le sionisme politique. Il ne s'agira pas ici de faire toute l'histoire du sionisme, d'expliquer les divers courants sionistes, mais plutôt de voir en quoi le sionisme est à l'origine de l'apartheid. C'est une idéologie nationaliste coloniale qui a ces 2 facettes-là, et qui a mené à la création en 1948, en mai 1948, d'un État d'Israël, d'un État sioniste. Plus sioniste que juif, on pourra le voir. Donc c'est tout d'abord une idéologie nationaliste. Il faut savoir, pour ça, il faut remonter un peu au 19e siècle, je passe, c'est quelques éléments de contexte, c'est le 19e siècle, le grand siècle de l'industrialisation, le grand siècle de la montée des nationalismes, l'unification italienne, l'unification allemande, et du capitalisme, l'essor du capitalisme marchand industriel. Et il y a la xénophobie qui va se développer, et notamment le sort des juifs qui va se dégrader. Face à cela, les juifs ont adopté diverses réactions, notamment une réaction qui s'appelle le nationalisme réflexe. C'est quelque chose qui a été très bien expliqué par un historien, Nathan Westock, où il dit qu'en fait les juifs qui se sont sentis marginalisés vont adopter, vont reprendre à leur compte certaines thèses antisémites en les déformant, avec l'idée de ce qu'on appelle le problème juif. Le problème juif pour les antisémites, ça tient à la nature du juif, mais pour les sionistes, pour les juifs nationalistes, le problème juif va tenir en fait à sa dispersion. En diaspora, le juif serait, je vous donne des gros clichés, sale, incapable, et face à cela, face à ce problème, ils vont adopter une solution qui va être l'établissement d'une entité souveraine juive, à partir d'une séparation des sociétés d'accueil européennes, d'Europe orientale au début,
pour s'installer dans un territoire qui va être choisi comme étant celui de la Palestine. Les Anglais avaient proposé l'Ouganda, mais pour des raisons religieuses, ça sera la Palestine. Et d'autres raisons, mais on ne va pas revenir dessus. Et comment dire, ils vont donc adopter ce nationalisme réflexe en territorialisant leur projet sur ce qu'on appelait la Palestine historique, qui était ottomane à l'époque. Mais il va y avoir une première contradiction à cela, c'est que une des hypothèses du sionisme, c'est notamment terre sans peuple pour un peuple sans terre. Le problème, c'est que la Palestine n'était pas sans peuple. Quand fin du 19e siècle, début 20e siècle, la Palestine était peuplée à 95% de non-juifs. Face à ça, ils vont à nouveau se séparer. C'était séparer une première fois des sociétés européennes, et là, ils vont se séparer des sociétés, de la société palestinienne autochtone, en développant des institutions, des organisations. Ça va être dans un premier temps ce qu'on va appeler les kibbutzim. Donc ce sont des centres essentiellement agricoles qui vont être basés sur l'autogestion. Et plus tard va se développer la société juive qu'on va appeler le Yishuv, qui va développer ses propres syndicats, essentiellement pour les juifs. La deuxième facette du sionisme, c'est l'idéologie coloniale. Le colonialisme a été une nécessité, tout simplement parce qu'il y avait déjà des personnes et que c'était impossible d'établir une entité juive sans le colonialisme. Donc, il va y avoir des vagues de migration qui vont être assez faibles dans un premier temps. Au fur et à mesure de l'antisémitisme, elles vont augmenter. C'est un colonialisme de peuplement. Et le souci, ça va être de s'approprier en fait la terre des Palestiniens. C'est eux qui ont le travail, c'est eux qui ont les ressources. Et donc il va falloir coloniser. Et l'acte le plus fort de ségrégation, ça va être, je vais y revenir plus tard, déjà vous connaissez certainement la Nakba, c'est l'exode palestinien. C'est une catastrophe en arabe. Il faut savoir qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs possèdent 7% de la terre palestinienne, quasiment rien, et représentent 28% de la population. Et la Nakba va intervenir dans ce contexte à partir de 1947, donc avant même la création officielle de l'État d'Israël et de son indépendance. Ça va être à peu près 750 000 Palestiniens qui vont être expulsés, qui vont s'exiler, ça dépend des thèses. Un historien israélien qui s'appelle Benny Morris qui a travaillé sur le sujet, qui a montré qu'en grande partie ça provenait soit des armées israéliennes, soit des milices israéliennes, soit des combats ou des massacres. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va arriver en 1948 à la création d'un État sioniste, l'État d'Israël, avec toujours la volonté de se séparer des Palestiniens, puisqu'ils sont toujours là, mais avec un renversement du rapport de force. On passe d'une autoségrégation des Juifs par rapport aux Palestiniens à la séparation forcée des Palestiniens avec une mise en place de l'apartheid. Le symbole de cela, on pourrait revenir plus tard, c'est la nationalisation à la fin de la guerre de 3 institutions, l'Agence juive, le Fonds national juif et le Keren HaYesod. Et donc, en 1967, là je passe très rapidement, on a ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, guerre présentée comme défensive par Israël, à l'issue de laquelle Israël va quadrupler son territoire et va conquérir plusieurs territoires. Le Sinaï, donc Israël s'est retiré totalement que très dernièrement, en 2012, je crois. Et ils vont conquérir le Golan syrien, qu'ils vont, je crois, annexer. Et en ce qui concerne les Palestiniens, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est aussi, mais qui vont annexer, on verra ça plus tard. En ce qui concerne les Palestiniens, c'est le même peuple, c'est la même population, avec des différences, des fois pour les Bédouins, mais ils vont avoir des statuts différents, et donc dans cette partie-là, on va essayer de différencier entre guillemets ces Palestiniens. Il y a les Palestiniens de Cisjordanie, qui vivent sous un statut particulier. En 1967, Israël n'annexe pas la Cisjordanie et la bande de Gaza,
puisque annexer la Cisjordanie Gaza, ça voudrait dire intégrer dans le corps citoyen plus d'1 million de Palestiniens et remettre à terme le caractère juif de l'État d'Israël. On va créer face à cela une administration, qui s'appelle le gouvernement militaire, en 1967, qui prendra le nom plus tard d'administration civile en 1981. Ce sont quand même des militaires, c'est un gouvernement militaire, avec des tribunaux militaires, qui gèrent avec des procédures militaires et qui émet des ordres militaires. C'est comme des, je vais dire n'importe quoi, mais les décrets du gouvernement de Vichy, ce sont des actes normatifs provenant d'un organe exécutif. Qui détient de ses mains le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Sauf que le souci, c'est qu'en 1970, je vais commencer déjà par les ordres militaires. Des ordres militaires qui gèrent l'ensemble de la vie des Palestiniens, du plus important au plus absurde, au plus inattendu. Et je vais vous citer quelques ordres militaires simplement pour voir l'aperçu des dégâts. Les autorités militaires ont le contrôle de l'eau, ce sont les ordres 92, 158 et 291. Les autorités militaires conduisent des terres, l'ordre militaire 58, 59. Les autorités militaires prennent le contrôle des banques palestiniennes, c'est-à-dire que c'est fini pour les Palestiniens, l'ordre 45. Les droits civils et politiques aussi sont concernés. L'ordre 101, qui interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes, sauf si on a communiqué les noms aux autorités militaires. Un de mes préférés, l'ordre 1079, qui dresse une liste de plus de 1000 textes interdits par les autorités militaires, dont toutes les résolutions de l'ONU concernant la Palestine. Le transport d'ânes est interdit aussi par l'ordre 96, les plantes intérieures sont réglementées par l'ordre 818, mais bon, bref, ça concerne tous les domaines de la vie des Palestiniens, avec un système judiciaire mis en place très autoritaire. Le commandement militaire peut annuler le procès, peut refaire le juge, il peut obliger de publier les preuves, il doit instruire à charge, par contre il doit prouver son innocence. Sauf que le problème, c'est qu'en 1970, à partir de ces années-là, va se mettre en place un processus qu'on appelle la colonisation. Et l'administration civile que je vous ai écrite là, elle gère la zone Cisjordanie et la zone bande de Gaza. Donc théoriquement, les colons sont soumis au régime militaire de l'administration civile. Ils sont soumis à ce qu'on appelle communément une dictature militaire. Ce qu'on concentre dans les mêmes mains les trois pouvoirs. C'est évidemment impensable pour les Israéliens. Et donc on va mettre en place des régimes d'exception. Et c'est là que se met en place vraiment l'apartheid. Je vous donne une définition juridique de l'apartheid. Ça a été défini par le statut de Rome. On en a beaucoup parlé il y a quelque temps quand les Palestiniens ont adhéré à la Cour pénale internationale pour faire condamner Israël. L'article 7 du statut de Rome dit que l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. Et ça désigne des actes inhumains commis dans le cadre d'un régime institutionnaliste, c'est-à-dire contenu dans la loi, d'oppression systématique et de domination raciale. Donc avec deux piliers, l'oppression et la discrimination. Et pour éviter que les colons soient soumis à un régime militaire, vont se développer des statuts d'exception sur une base géographique. L'ordre militaire 892 en fait, permet aux autorités militaires que celles-ci appliquent au sein des colonies la législation qu'ils souhaitent, soit les ordres militaires, soit la législation israélienne, évidemment moins contraignante. L'ordre 980 crée des tribunaux rabbiniques qui ont, comme les tribunaux en France, sauf que les Palestiniens ne sont pas soumis à ces tribunaux-là. Donc c'est encore un système juridique différent. Le problème, c'est que les colons, ils ne restent pas dans la colonie, ils sortent. C'est-à-dire que quand ils sortent des colonies, théoriquement, ils sont soumis encore à l'administration civile. Et là va se développer encore un régime d'exception, mais sur une base personnelle. Il y a plusieurs lois. La plus importante d'entre elles est la loi de 1977 sur l'extension des pouvoirs en état d'urgence, qui dit en gros, dans ces articles, qu'un Israélien, ou un résident israélien, qui commet en Cisjordanie un crime
qui serait passible d'une peine en Israël, cet Israélien en Cisjordanie n'est pas soumis aux ordres militaires, n'est pas soumis aux tribunaux militaires, il est soumis aux tribunaux civils de l'État d'Israël. Mais, qui précise, cette régulation ne s'applique pas pour quelqu'un qui est soumis au Conseil palestinien ou qui est soumis ou qui n'est pas Israël, c'est-à-dire aux Palestiniens. C'est une loi qui a été amendée plusieurs fois, en 1984 et en 2007, et avec un amendement particulier. Un amendement qui se dit que sont soumis à ce régime d'exception tous ceux qui répondent favorablement aux critères de la loi du retour, c'est-à-dire les Juifs. Et là, on s'aperçoit de quoi? Qu'un Israélien qui commet un crime en Cisjordanie, ou qu'un Juif qui commet un crime en Cisjordanie, il est un Juif français, par exemple. Donc moi, ma mère est juive, je commets un crime en Cisjordanie, je ne suis pas soumis au régime militaire, je suis soumis aux tribunaux de l'État d'Israël. Par contre, un Palestinien ou Yanis qui est musulman, qui ne répond pas aux critères de la loi du retour, je suis désolé, et bien lui, il commet un crime en Cisjordanie. אני מדבר עברית. Si. אתה מדבר עברית? Et des insultes aussi en hébreu. Et donc Yanis, qui est français musulman, et moi je suis français juif, on sera soumis à deux régimes différents parce que lui ne répond pas aux critères de la loi du retour.